Les jeux vidéo, quels qu'ils soient, nous affectent tous, sans aucune exception. L'on ressort toujours différent après une expérience vidéoludique et artistique en général. Parfois, l'on apprend même à se connaître nous-mêmes, et ce savoir est alors transmuté, telle une matière première pour de futures créations. Parfois même, le message porté à l'attention du joueur est si grand, si profond, que même des années après, l'immense expérience que nous a apporté cette œuvre persiste. C'est cela même que nous cherchons à expliquer, à comprendre et à caractériser. Pour cette entrée en matière dans l'analyse, nous allons traiter d'une œuvre si incroyable qu'elle aura réussi à surpasser de très loin le potentiel qui lui fut attribué par son auteur. Ainsi, nous ouvrons l'Inkipit de cette nouvelle série grandiose sur le prodigieux Undertale de Toby Fox. Undertale est un extrêmement bon représentant de la scène indépendante du jeu vidéo. Un projet amateur, infusé de la plus pure des âmes, celle d'un passionné qui n'a toujours souhaité qu'à partager au monde entier ses idées si chères à ses yeux. Hélas, nous le savons, ce milieu n'est pas tout rose, et il n'y a pas besoin de plus que de citer le désormais si culte Indie Games The Movie pour rendre compte de l'atrocité de la situation. Beaucoup essayent, mais peu réussissent à se démarquer. Mais dans une optique assez optimiste, nous allons nous intéresser aujourd'hui en effet à un de ces rares succès. Quand j'ai découvert Undertale, j'ai ressenti certaines sensations que je ne ressentais avec aucun autre jeu. J'étais incapable de mettre des mots à ces sensations. Et il y a quelques temps, j'ai été surpris de découvrir qu'un youtubeur américain, Marco Meatball, se retrouvait dans la même situation. C'est de là que m'est émergée cette idée de vidéo. Je vais analyser le jeu, dans la plupart de ses aspects, en passant parfois dans la théorie, le tout pour enfin apporter une explication à ce ressenti si précieux à mes yeux. C'est assez connu, Undertale est un jeu dont l'essence ne réside pas uniquement dans son gameplay. Si bien que l'on se retrouve même parfois à éprouver un certain ennui lorsque l'on parcourt le monde de l'en dessous. Mais bien sûr, cet ennui est très vite oublié car notre curiosité prend le dessus. Un monde vaste est à explorer, et on sait que la plume de Toby Fox est pleine de bienveillance, et qu'il nous faut continuer pour enfin réussir à la dompter et en obtenir cette honneur chérie de tous, et qui est le pourquoi, pour beaucoup, nous avons décidé de débuter notre aventure. À la façon de la quête vers un trésor épique tel la pierre philosophale, il nous faut braver les épreuves que nous dresse le jeu pour ultimement obtenir ce tant convoité savoir dont on nous a fait la promesse. Alors quand enfin est venu le moment des révélations, nous prenons un regard sur le passé. C'est alors que la vérité nous survient. Tous nos choix ont été conditionnés, et nous nous sommes efforcés, sans même nous en rendre compte, à partager et à montrer à l'entièreté de l'en dessous l'importance fondamentale des valeurs les plus pures. Tout au long de son fil, Undertale rappelle ô combien il nous faut écouter nos valeurs intérieures, et que c'est le respect de ces valeurs si chères qui nous définit, qui est au cœur même de la résolution de tous nos problèmes. Il existe 7 âmes humaines dans le monde d'Undertale. Une 8e âme est accordée aux monstres, les âmes blanches, dénuées de toute valeur colorimétrique. Et c'est en cela que l'on reconnaît un monstre. Il est dénué de valeur, et c'est leur plus grand fardeau. Enfin du moins, c'est ce qui paraît le plus probable au premier abord, mais nous y reviendrons. Au contraire des monstres, chaque humain possède une valeur qui lui est chère. Il en existe 7, probablement en opposition aux péchés capitaux. La justice. Une âme à la couleur jaune, symbole de la lumière. Elle exprime le désir profond de toujours se remettre à la vérité. En combat, l'âme du joueur peut prendre la forme de l'âme de la justice. Elle se voit alors augmentée, obtenant désormais le pouvoir de détruire les obstacles et non seulement de les esquiver. Toutefois, cette transformation n'est guère sans défaut, et en prenant en compte les combats lors desquels elle survient, il semblerait qu'elle invalide l'un des effets primaires de la détermination, la possibilité constante de toujours esquiver le danger. Ici, la justice doit s'opposer au danger pour rester indemne. Le lien avec la justice pénale n'est alors pas bien complexe. La justice permet la meilleure des sécurités, mais il faut alors accepter de se mettre au devant de la scène, et ainsi d'augmenter les risques potentiels. C'est exactement ce que permet l'âme de la justice, car comme l'on dit si bien, la meilleure défense, c'est l'attaque. Au-delà de l'âme, l'idée de justice est omniprésente dans Undertale. Évidemment, le dernier jugement de San s'y fait écho, mais au-delà de ça,
l'idée de multiples routes proposées par le jeu, qui récompense ou punit le joueur en fonction de ses actions, est une métaphore directe au jugement de Dieu, qui apporte aux êtres peuplant ce monde la possibilité d'accéder soit à un paradis radieux, soit de brûler en enfer. C'est exactement ce qui est retranscrit par les différentes fins d'Undertale. La patience. Une précieuse âme glaciale, représentée par son teint sciant. Son expression de la timidité est sans équivoque, d'autant plus si l'on prend en compte la manière dont cette même couleur est utilisée en combat. En effet, lorsqu'une attaque apparaît sciant, il est attendu du joueur de cesser tout déplacement pour alors éviter de subir des dégâts. Rappelons ainsi l'instinct d'un introverti qui, face au danger, essaiera de garder son calme pour ne pas envenimer davantage la situation. En mettant de côté cette âme, dans Undertale, la patience du joueur est hautement mise à l'épreuve s'il désire accomplir la fin pacifiste. Comme l'on le dit si bien, la patience est signe de vertu, et c'est en embrassant la voie de la moralité que le joueur parvient à bénéficier de la plus grande récompense que le jeu a à offrir, l'amour la plus pure de tout son univers. La bravoure. L'âme au ton orangé, ardente de courage et d'héroïsme, qui n'a jamais associé la bravoure intense d'un héros aux braises éternelles qui enveloppent son cœur. L'esprit impulsif et agile du plus noble guerrier est parfaitement identifiable dans l'action du joueur attendu par le jeu pour esquiver les attaques oranges. Au lieu de fuir le danger, il doit foncer tête baissée dedans. Vous n'avez pas peur, Kitane? Vous n'avez pas peur de mourir en sortant? Comment vous pouvez y aller alors que vous en connaissez les risques? T'as pas bientôt fini de sortir tout ce tas de bêtises? Franchement, allez, montre-moi un seul gars qui n'aurait pas peur de mourir. Qu'est-ce que tu crois? J'ai fait un choix. Je suis bon qu'à faire ça, moi. Si on agit comme ça, c'est parce qu'on l'a choisi. Dès lors, tu dois aller de l'avant, peu importe la manière, et surtout quand tu as peur. Désolé, j'ai vraiment pas résisté à vous montrer cet extrait de folie, mais après tout, Kitane dans Gurren Lagann est l'exemple même de ce que Undertale veut définir comme étant la bravoure. Ce n'est pas tant un courage infini, ou une parfaite maîtrise de son environnement que l'on parvient à outrepasser nos peurs, mais bien le fruit de notre si grande ambition qui ira jusqu'à nous faire accepter nos plus grandes peurs, car, en adéquation à nos convictions, il n'y a pas d'autre solution envisageable. La gentillesse. D'un vert lime, étincelant, cette âme incarne à elle seule la plus grande bonté qui puisse exister. Préférant éviter tout conflit et fidèle à ses idéaux, l'âme de la gentillesse que le joueur parvient à explorer par la transformation de son âme comme telle en combat, use exclusivement de la défense, invoquant un bouclier magique qu'elle dresse face au danger pour ainsi le repousser, évitant tout conflit direct. Au centre même du message primaire du jeu, cette valeur est montrée comme l'une des plus importantes, et s'avère nécessaire pour parvenir à se hisser jusqu'à la bonne fin de votre aventure. La persévérance. À demi-pas entre la détermination et l'intégrité, sa couleur est l'harmonie même du rouge qui arpente la première avec le bleu de la seconde, soit le magenta, symbole autant d'amour que de tristesse, globalement du sentimentalisme. Son pouvoir est de loin le plus étrange qui existe. Elle tisse 3 fils sur lesquels elle peut se mouvoir. Ses déplacements sont alors limités, mais elle se retrouve bien plus rapide que les autres âmes par sa faculté à passer d'une corde à une autre. Cette capacité qui semble en premier lieu agir comme une contrainte, se révèle finalement être sa plus grande force. Plutôt que de se mouvoir partout dans l'environnement, l'âme ne se déplace que dans certaines zones, limitant ainsi son libre arbitre, lui rendant l'esquive plus aisée, car en limitant les possibilités, trouver le bon chemin devient plus aisé. Ainsi, la persévérance est la capacité à se laisser guider par ses sentiments pour réussir à trouver la meilleure voie. L'intégrité. Attention, on va parler de psychologie. Il va falloir bien s'accrocher. En elle scintille le cœur de l'océan, si profond, si obscur et pourtant si vaste et omniprésent. L'âme de l'intégrité, à la couleur bleue et lacrymale, est symbole de la tristesse et de l'éveil de ce qui réside au plus profond de notre esprit. L'âme évoque directement l'importance d'accepter son moi, et ainsi de se détacher de toutes sortes de mensonges et d'illusions pour ne laisser paraître que ce que nous sommes vraiment. Il apparaît que l'intégrité est aussi la forme d'âme la plus faible parmi les âmes humaines. La constante entrainte de la pression qui vient inlassablement emporter l'âme en profondeur l'empêche d'atteindre les environs les plus hauts, et ainsi lui bloque l'accès à la lumière. Le parallèle avec l'intégrité psychique est assez clair. Ce qui est au plus profond de nous ne doit pas immerger à la surface, car il est bien trop fragile. Mais alors la pression agite-t-elle un voile qui nous empêche d'accueillir les rayons extérieurs en notre sein,
Et c'est en acceptant les risques d'ouvrir notre porte spirituelle, et ainsi de révéler notre sensibilité à ceux à qui nous avons donné notre profonde confiance, que le cœur de notre esprit parvient à s'illuminer, et qu'on efface peu à peu le noir et profond océan dans lequel on s'étouffait. Sans, lors de son combat, parvient à se servir de notre intégrité que l'on relâche par mégarde, à mesure que la culpabilité inonde notre âme. C'est en se jouant de notre intégrité qu'il parvient à faire mouvoir le flux de pression qui nous emporte, et ainsi à changer la gravité. Il use de cette faiblesse pour manipuler notre âme et ainsi remporter le combat. La détermination. Elle est l'âme la plus puissante, et celle qui réside dans notre personnage. De nature rouge, tel un cœur plein d'amour, elle possède l'aptitude de se métamorphoser en n'importe quelle autre âme. En combat, elle offre aux joueurs une liberté de mouvement sans égale, ce qui en fait l'âme la plus facile à contrôler, puisqu'elle n'a aucune contrainte. Il s'agit donc aisément de l'âme ultime de Undertale, et ainsi de la valeur la plus puissante. Toutefois, son réel pouvoir n'est révélé qu'à la toute fin du jeu. Elle peut se focaliser et éviter sa propre destruction, la rendant invulnérable. Pour qu'une telle chose advienne, il est nécessaire que la détermination de l'humain soit mise à une telle épreuve, et que son amour, ses rêves et ses espoirs soient si profonds que son désir de succès lui permette de vaincre la mort, même si tout semble perdu. C'est ce qui survient lors du combat contre Asriel Drimur. Alors que tous nos amis semblent perdus pour toujours, nous parvenons grâce à notre détermination à tenir et à donner tout ce qui est en notre pouvoir pour les sauver. La détermination permet d'accomplir l'irréalisable, allant jusqu'à tromper même la mort s'il le faut pour atteindre sa fin. Il semblerait aussi qu'un profond amour et un désir immense de protéger son entourage permettent de réveiller le potentiel infini de la détermination. C'est ce qui arrive lors de la route génocide quand Undyne parvient à tromper la mort elle aussi grâce à ses déterminations. Bien qu'il ne soit pas dit clairement comment Undyne a réussi à acquérir de la détermination alors que les monstres ne sont pas censés en avoir. Pour les intéressés, il existe plusieurs théories à ce sujet, je vous en mets une en fiche. Un autre pouvoir de la détermination semble être de donner la vie à toute chose, même à des vaisseaux vides. C'est ce qui est arrivé à Flowey, et c'est la raison pour laquelle elle ne peut éprouver d'empathie pour les êtres vivants. Elle n'a aucune valeur, aucune morale, puisqu'elle n'a pas d'âme. Ou du moins, juste des souvenirs liés à l'âme. L'empathie. Alors pourtant que je parlais de cette âme porteuse de valeur, voilà que j'en introduis une 8e. Et pourtant, ce n'est pas comme si je ne l'avais pas déjà insinué. L'âme de monstre n'est pas aussi vide qu'elle n'y paraît. En effet, au premier abord, elle semble dénuée de valeur. Mais nous venons à l'instant de clarifier qu'un être sans valeur est un être dénué d'âme. Alors l'âme des monstres possède une valeur. Et je dirais même que je peux vous affirmer, bien que ce ne soit jamais dit explicitement par le jeu, qu'il s'agit de l'empathie. Certes, le blanc est symbole de vide et d'absence, mais c'est justement dans l'idée d'une absorbance sans égale. Le pouvoir de l'âme de l'empathie réside dans sa faculté à comprendre les autres âmes. Elles ont une sensibilité qui dénote des autres. En effet, elles parviennent difficilement à faire abstraction de leurs émotions. C'est pourquoi, en tant que joueur, notre plaisir à découvrir chacun des monstres peuplant l'en-dessous est si intense. Leur pureté et leur façon de nous apprécier en mettant de côté leur passif est quelque chose d'absolument extraordinaire, que l'on est loin de retrouver chez la majorité des êtres humains. Et c'est en ça que réside la force de l'empathie. C'est aussi cette capacité à se faire aimer des autres, parce que nous aimons nous-mêmes ceux qui nous entourent. Mais nous le savons, vous et moi, c'est hélas aussi leur plus grand vice. Le monde de l'en-dessous. Il nous est présenté comme un endroit superbe où il fait bon vivre. Les monstres semblent tous heureux, tout semble si beau. Mais au fond de nous, nous ne pouvons pas faire abstraction de cette étrange sensation. Comme si tout était faux. Gory, wake up. What is it, dear? Why do you have that video camera? Shush, I want your reaction. Gory, dearest, what is my favorite vegetable? Carrots, right? Bah, no. My favorite vegetable is edamame. Get it?
Go back to that. No, not yet. Now, if I were a dog, what breed of dog would I be? I don't know, honey. What kind of dog would you be? I would be a Pomeranian. You sure are excited to have this child. You know, if you keep making jokes like this, one day you could be a famous momedian. Well, I am going to bed. Hey, come on, Tori, that one was funny. I know. I'm just teasing you. Good night, dear. Good night, honey. Oh, dear. Perhaps it is too dark in here for the video to come out. Au fil de notre voyage, nous découvrons une pléthore de visages. Ils semblent tous si joyeux, mais arrivé à Waterfall, c'est là que nous comprenons que quelque chose cloche. On y retrouve effectivement une multitude de panneaux nous narrant l'histoire de la guerre entre les monstres et les humains. À première vue anecdotique, il y a une vérité très sombre derrière ces panneaux. Malgré ce qui est mis en avant par les monstres que nous rencontrons, Land-Dessous a dû faire face à de nombreuses pertes à cause de cette guerre. Et le fait que les panneaux soient toujours exposés montre que la guerre est en réalité toujours d'actualité dans le monde de Land-Dessous. Alors pourquoi ? Pourquoi les monstres ne montrent-ils pas leur affliction ? Okay, Kara. Are you ready? Do your creepy face. Oh, wait! I had the lens cap on. What? You're not gonna do it again? Come on, quit tricking me. Peut-être ne sont-ils pas concernés. Et alors la guerre ne serait un problème que pour la famille royale ? Non. En réalité, tous les monstres sont bien conscients de ce qui se trame. La guerre n'a jamais été une chose qu'ils étaient en mesure d'accepter. Et en réalité, il n'y a pas que la guerre que les monstres ne parviennent pas à accepter. Howdy, Kara. Smile for the camera. Haha! This time I gotcha. I left the lens cap on purpose. Now you're smiling for no reason. What? Oh. Yeah, I remember. When we tried to make butterscotch pie for Dad, right? The recipe asked for cups of butter, but we accidentally put in buttercups instead. Yeah, those flowers got him really sick. I felt so bad. We made Mom really upset. I should have laughed it off, like you did. Anyway, where are you going with this? Huh? Turn off the camera? Oh, okay. En continuant dans son aventure, le joueur finit par atteindre Asgore, le roi des monstres, la puissance absolue. Un combat épique est sur le point de débuter, mais quelque chose cloche. Asgore ne semble pas vouloir se battre. En réalité, c'est même le contraire. Même s'il empêche le joueur de l'épargner, son désir que ce combat cesse est immense. Preuve étant qu'avant d'initier l'affrontement, il propose au joueur de partir terminer tout travail inachevé. Évidemment, on pense en premier lieu à une façon de permettre au joueur de réunir toutes les conditions nécessaires pour obtenir la bonne fin. Mais ne serait-ce pas plutôt une façon d'éviter le conflit ? De toute façon, quand le combat prend fin, Asgore le dit lui-même. Il ne veut pas se battre. Alors pourquoi ? I don't like this idea, Kara. What? No, I'm not. The kids don't cry. Yeah, you're right. No, I never doubt you, Kara. Never. Yeah,
Quand enfin le joueur parvient à accomplir l'inimaginable et devient ami de tous les monstres, alors que tout semble enfin s'apaiser, une nouvelle vient tout effondrer. Alphys est allée se repentir dans son vrai laboratoire qu'elle avait caché de tous. En lisant une note qu'elle a rédigée à la personne qui essaierait de la retrouver, on comprend que Alphys souffre d'une telle culpabilité que si nous ne faisons rien pour elle, elle risque fort probablement d'y passer. C'est alors que débute notre aventure dans l'endroit le plus effrayant du jeu, le vrai laboratoire. Et tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'il semble retirer le voile sur un grand nombre d'éléments de l'en dessous, et que la vérité est bien plus sombre que de le laisser paraître les monstres. Kara, can you hear me? We want you to wake up. Kara, you have to stay determined. You can't give up. You are the future of humans and monsters. Kara, please, wake up. I don't like this plan anymore. No. I said I'd never doubt you. 6, right? We just have to get 6. And we'll do it together. Right? Vous l'aurez compris. Ces cassettes sont la clé de ce mystère, et le joueur parvient à les acquérir dans une pièce du vrai laboratoire. Elles avaient été abandonnées par Asgore, alors Alphys les a récupérées. En plus des cassettes, nous découvrons dans le vrai laboratoire un grand nombre d'entrées écrites par Alphys sur ses expériences. En les remettant dans l'ordre, on comprend que Alphys a essayé de doter les monstres de détermination, mais que cela s'est soldé en une abomination. Les monstres ont fusionné entre eux, en mêlant leur âme et mémoire. Une seule expérience sur la détermination aura finalement réussi, et c'est celle qui aura amené à la création de Flowey. Alphys s'est muré dans le silence, c'est pourquoi personne n'a pu l'aider, et la pression qu'elle a endurée à cause des vies qu'elle a détruites l'a poussée dans ses derniers retranchements. Mais Alphys était scientifique royal, et les expériences qu'elle a menées sur la détermination étaient comme telles car Asgore le lui avait demandé. Alors on va rentrer un peu dans la théorie, car cette partie du jeu est volontairement très obscure pour laisser aux joueurs la possibilité de s'en faire leur propre avis. C'est dit dans les cassettes. Azriel est né plusieurs années après la guerre. Il s'est lié d'amitié avec Kara, une humaine qui est tombée dans l'en dessous. Et je fais la parenthèse dès maintenant, le genre de Kara n'a jamais été défini et il n'existe pas de pronom adéquat. Je partirai donc du principe qu'il s'agit d'une fille, car c'est comme ça que je l'ai interprété lorsque j'ai joué au jeu. Alors que tout allait pour le mieux et que Kara avait été adoptée par la famille de Azriel, les Trimur, Kara commençait petit à petit à entretenir une haine viscérale envers l'humanité. Elle connaissait probablement l'histoire de la guerre entre les humains et les monstres. Elle avait le désir de se venger. Alors il fut décidé des deux enfants de fusionner leur âme pour pouvoir quitter la barrière et récupérer les âmes nécessaires pour ouvrir la barrière et libérer les monstres. En effet, il faut la puissance d'au moins 7 âmes humaines pour ouvrir la barrière, mais seule une âme humaine mêlée à une âme de monstre suffit pour s'en extirper. Alors Kara s'empoisonna, et Azriel, comme il était prévu, récupéra son âme. Mais comme on l'apprend grâce au monstre de l'en dessous juste avant le combat contre Asgore, Azriel n'a pas réussi à affronter les humains. Et probablement car il n'en avait pas la force, n'a opposé aucune résistance, et s'est simplement retrouvé abattu par les humains, alors qu'il faisait les funérailles de Kara, au milieu d'un village aux environs du mont Ebot. Ainsi, Azriel et Kara sont reconnus morts tous les deux, en une nuit. C'est un drame qui a complètement bouleversé l'en dessous. Chaque monstre s'est alors mis à appréhender le deuil à leur propre façon. Doriel, plutôt que d'accepter ce qu'il s'était passé, a préféré se retirer de Asgore, qui était aveuglé par son désir de vengeance. Et, dans l'aspiration de revivre cette partie de sa vie, décida d'adopter tous les humains qui tombaient dans l'en dessous. Ainsi, elle se plut à vivre dans le passé. Papyrus, lui, s'est voilé la face. Il préfère rire et voir l'instant présent plutôt que de sombrer dans les abysses du passé. Alphys se retrouvait à accumuler les mauvaises choses, la faisant tomber dans une descente sans fin dans les abîmes de l'esprit. Elle se déteste, n'a aucune confiance en elle et est persuadée d'être une énergumène. Undyne
voyant tous ses amis sombrer, dont Asgore, son plus grand modèle qu'elle considérait presque comme son père, a développé une haine viscérale envers l'humanité, qu'elle considère comme responsable de tout ce malheur. C'est pourquoi elle n'éprouve aucune empathie envers le joueur lorsqu'elle le rencontre la première fois. Asgore, même si ce n'est pas dit clairement, s'est penché du côté de la science pour essayer de ressusciter Azriel et Kara. Selon moi, il aurait demandé à Gaster de travailler sur les âmes humaines. C'est pourquoi on retrouve des éléments dans le laboratoire de Alphys suggérant des expériences sur des âmes humaines. Lors d'une de ces expériences, Gaster aurait libéré le pouvoir de la détermination sur lui, et cela aurait eu l'effet inverse que celui advenu aux Amalgamis. Il se serait retrouvé dissocié, expliquant ainsi l'existence des Gaster Followers, mais nous y reviendrons. Asgore aurait alors par la suite décidé de seulement faire travailler Alphys, la nouvelle scientifique royale, sur l'injection de la détermination chez les monstres, pour éviter la reproduction d'un tel drame. On est dans la théorie, c'est vrai, mais je pense que cette idée est plus ou moins confirmée, du moins pour Alphys, étant donné ce qui est dit dans l'entrée numéro 8. Alphys a pensé que ça ferait une bonne surprise pour Asgore que de faire une expérience sur la fleur qui deviendra plus tard Flowey, et donc Azriel. Je vous invite juste à penser le pourquoi cette fleur et pas une autre, et pourquoi ce fut une surprise pour Asgore. Je pense que vous comprenez où je veux en venir. C'est parce que c'était la demande initiale de Asgore de mon point de vue. Ressusciter son fils, Azriel. Pour rester du côté un peu théorique, Sans, lui, après moult temps, aurait fini par accepter le deuil. Quelque chose de quasiment impossible pour un monstre. Il en acquit les pouvoirs que l'on lui découvre dans la route génocide. Sans est le seul monstre qui parvient parfaitement à user de son âme, car il a réussi à surmonter le deuil. Il continue alors d'apporter de la bonne humeur autour de lui, pour aider les autres à s'en sortir le mieux possible. Mais comme il nous le montre, il est prêt à tout pour éviter une telle tragédie de se reproduire. Il nous dira même que s'il en avait eu la possibilité, il nous aurait tués. Probablement car il sait que nous sommes d'une certaine façon du même archétype que celle qui, involontairement, atterrait tout le monde dans le deuil. Vous l'aurez compris, les monstres de l'en dessous suivent le modèle de la théorie des 5 phases du deuil. Asgore illustre bien l'idée du marchandage. Là où Undyne exprime par sa rancœur envers l'humanité le principe de colère. Alphys souffre manifestement de dépression, et Toriel et Papyrus sont tous deux dans le déni. Sans est alors le seul qui semble avoir accepté cette tragédie. Lors de la fin pacifiste, quand le joueur traverse la nouvelle maison, tous les monstres qu'il a épargnés au cours de son aventure viennent pour lui conter l'histoire de Kara et Azriel. Le fait que tous les monstres se rappellent si bien de cette histoire est une preuve de plus du deuil général de l'en dessous. Enfin, il reste un monstre dont le cas est très particulier, Gaster. Déjà, le personnage est très mystérieux, si bien que le simple fait de lui accoler une apparence est un défi immense. Mais s'il y a une chose dont nous avons la certitude, c'est que Gaster a été divisé en plusieurs parties, suite à une expérience qui a mal tourné. Comme dit plus tôt, il s'agit probablement d'une expérience sur la détermination. La chose étant que Gaster est probablement devenu fou après la mort de Kara et Azriel, et s'est enfermé dans des expériences de plus en plus dangereuses et folles. Le fait qu'il soit aussi difficile d'apprendre des choses sur Gaster montre une certaine tendance de l'en dessous à vouloir oublier ce qu'il s'est passé, notamment par rapport à la folie qui a engendré la mort des deux enfants. C'est finalement à la toute fin, après avoir bravé toutes les épreuves du jeu, qu'est proposé aux joueurs la possibilité de sauver les habitants de l'en dessous. Bien sûr, il s'agit de les sauver de l'emprise de Azriel, qui utilise leur âme et leur mémoire pour exister. Mais et si c'était plus que ça? Quand les monstres sont possédés par Azriel, ils ne semblent se souvenir que de leurs torts et leurs problèmes. Si bien que la solution pour les sauver est de leur rappeler qu'au-delà de ça, le présent aussi a son lot de bonnes choses. Mais est-il possible qu'en réalité, Azriel ait réussi à les maîtriser, car leur âme était trop souffrante? Ainsi, pour les détacher de l'emprise de Azriel, la seule solution qui s'offre à nous est bien de les sortir du deuil. D'autant plus qu'après le combat contre Azriel, les monstres semblent enfin tous vivre en harmonie et parviennent enfin à nous appeler par notre prénom, Frisk, une certaine façon de montrer qu'ils ont tiré un trait sur Kara. Ils évoluent finalement, passant à autre chose et quittant la grotte dans laquelle ils sont restés enfermés trop longtemps. À la façon d'un Hikikomori, ils ont enfin réussi à dépasser leur démon intérieur. Et à présent, ils ne visent qu'à explorer le monde infini qui s'étend au-delà des 4 murs où ils étaient enfermés. La dernière partie était un peu compliquée. Parlons de choses un peu moins anxieuses. La nostalgie de Undertale, c'est quelque chose dont vous n'avez pas pu passer à côté. Tout le jeu est infusé du désir profond de Toby Fox de nous faire revivre à travers son propre travail les mêmes émotions qu'il a ressenties dans les jeux de son enfance. Tout démarre d'ici. Toby Fox est un fan incontesté du travail de Shigesato Itoi sur la série Mother.
Quiconque a ne serait-ce qu'essayé le jeu ne peut voir en Undertale que la volonté de se rapprocher de son mentor. Que ce soit la direction artistique, qui renvoie directement à la période NES et SNES, ou les instruments utilisés dans les musiques, qui iront jusqu'à être empruntés à Earthbound pour certains, avec quelques ajustements bien entendu. Évidemment les nombreuses références. Rien que dans le scénario d'Undertale, on reconnaît le travail scénaristique de Itoei sur Mother premier du nom. On y voit vraiment une volonté de Toby Fox de nous faire revivre ces années si chères à ses yeux. Ensuite, pour rester dans la portée artistique de la nostalgie, j'aimerais juste 2 secondes vous faire écouter une musique. Que vous ayez joué ou non au jeu, sincèrement, écoutez. Sincèrement, ne me faites pas dire que cette musique ne vous évoque pas de lointains souvenirs. Alors bien sûr, si vous avez déjà joué au jeu, votre avis est trompé. Mais je vous l'assure, la première fois qu'on entend cette musique, on ne peut pas faire abstraction de ce vent de nostalgie qu'elle nous envoie en plein visage. C'est un véritable retour en enfance, et dans mon cas, quand je parcourais le monde de l'en dessous, j'étais incendié de souvenirs de mon enfance. Quand je découvrais Majora's Mask, mon premier Zelda 3D sur Zelda Collector Edition de la GameCube, quand je perdais contre la Ligue avec mon Florizard niveau 75 sur Pokémon Rouge. Alors bien sûr, ce ne sont pas des jeux de NES ou SNES, mais sincèrement, peu importe ce qu'a été votre enfance en ce qui concerne les jeux vidéo, je pense que l'effet est le même. Ce sont bien sûr des souvenirs chaleureux, souvenirs qui nous invitent évidemment à sortir cette vieille phrase cliché « c'était mieux avant ». Mais sincèrement, parfois se plonger dans un bon bain de nostalgie, c'est l'une des meilleures choses qui puissent exister. Si la musique de Undertale parvient à être si forte émotionnellement, c'est grâce à un génie musical de Toby Fox qui maîtrise à la perfection la théorie musicale et la symbolique instrumentale. Je ne suis pas spécialiste de ce sujet, alors je ne vais pas m'engouffrer, mais la mémoire collective et les expériences acquises permettent à l'homme de ressentir de grandes émotions, et de donner un sens à la musique. Ce n'est pas qu'un divertissement, c'est un vrai message aiguisé, et en comprenant ces notions, il est possible de faire ressentir n'importe quelle émotion par la musique, voire même de narrer une histoire sans même user de la parole. Quoi qu'il en soit, même si vous n'avez peut-être pas été affecté par l'histoire de Undertale, il est clair que vous n'avez pas pu passer à côté de cet incroyable bond en arrière que nous offre le bébé de Toby Fox. Maintenant, si je vous disais que la narration de Undertale est aussi une histoire de nostalgie. Dès l'introduction, le choix artistique de peindre les planches avec un ton sépia, symbole direct du temps qui passe et simplement de la nostalgie. Les premières secondes du jeu à elles seules parviennent à passer le message. Undertale est un jeu qui va parler de nostalgie. Alors bien sûr, il s'agit aussi de faire allusion au passé en utilisant la symbolique des couleurs, montrant aux joueurs que ce qui se passe à l'écran appartient à un temps révolu. Mais ça n'en change pas moins le propos. Et à raison, l'histoire d'Undertale est façonnée de tant d'autres aspirations à la nostalgie qu'il en devient évident que c'est de cela que le jeu nous parle. Nous en avons parlé, le deuil est un élément fondamental dans l'histoire d'Undertale. Mais s'arrêter à là, c'est oublier avant tout ce qu'est le deuil. C'est certes la douleur que l'on traverse après la perte d'un proche, mais c'est surtout notre affliction face à une époque qui n'est plus, et ne sera jamais plus. Alors pourtant que notre âme entière hurle pour pouvoir ne serait-ce qu'un jour à nouveau l'apprécier. Malgré tout, c'est toujours toi. Cette phrase en elle-même veut tout dire. Le deuil, c'est une crise de nostalgie. C'est le revers de ce sentiment si pur. C'est ne pas oublier que le temps qui passe, c'est aussi cela. Accepter que les choses changent, que le monde tourne, et ainsi apprendre à apprécier les nouvelles choses. Et alors, en regardant autour de nous, découvrir avec surprise que plein de nouvelles personnes pleines de passion sont là pour nous. Et que malgré tout, nous tiendrons toujours la tête haute face à l'avenir. Undertale est une ode à la vie. Il nous invite à prendre les bons côtés de la nostalgie, et ne pas se soustraire à ignorer notre passé. La vie n'est pas une chose qui s'apprécie sur une dimension. Le passé, comme le futur, sont tous deux aussi importants que le présent. Il y a un personnage que j'ai écarté lors de ma partie sur le deuil, Asriel Dreemurr. Pourtant, étant donné que Asriel vit dans le corps de Flowey, il est forcément confronté lui aussi à sa propre perspective concernant la mort de la personne la plus chère à ses yeux, Kara. On rencontre Asriel Dreemurr pour la première et dernière fois en tant qu'ultime adversaire dans la route pacifiste. Il est canoniquement le boss final de Undertale. Le jeu doit alors tout envoyer pour un combat d'une telle envergure. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une totale réussite. Je vais être honnête avec vous. Si Undertale est si haut dans mon estime, c'est presque essentiellement pour son combat final. Tout y est. C'est comme si l'intégralité du monde de Undertale se retrouvait réunie en un seul être. Et comble de l'ironie, c'est vraiment cela. La puissance de ce combat est phénoménale.
Le destin du monde de l'en dessous est entre nos mains, et le fait de se retrouver contre toute attente face à Azriel, le fils du roi, que tout le monde avait tant pleuré lors de sa mort, aucun duel ne peut plus nous concerner que celui-ci. La musique oscillant entre grosses guitares électriques et Célesta accompagnée de xylophones nous montre bien l'enjeu auquel on fait face. Certes, Azriel est l'antagoniste qui a détruit l'univers de l'en dessous, mais à la fois, on le sait, ce n'est qu'un enfant qui n'arrive simplement pas à accepter la mort de sa meilleure amie. Ce qui est parfaitement retranscrit par le Célesta et le xylophone. Des instruments purs, évoquant à la fois la cosmicité et la profonde nostalgie. Le décor aussi est grandiose. La vague d'énergie arc-en-ciel représente parfaitement la puissance infinie des rêves et espoirs de l'intégralité des habitants de l'en dessous. Dans ce combat dantesque, on perçoit sans difficulté la haine viscérale que ressent Azriel pour le monde entier. Il a perdu tout ce qui avait de la valeur à ses yeux, et tous doivent payer selon lui. Il est à l'apothéose de son deuil, aux frontières du non-retour, mais nous sommes là, et nous n'allons pas laisser Azriel se faire emporter dans les abysses de son chagrin. Et c'est après avoir sauvé tous les habitants de l'en dessous que nous vient l'ultime option de sauver la dernière personne qu'il reste à sauver, Azriel. C'est alors que surviennent les douloureux flashbacks. Pour accepter la perte d'un proche, il faut garder en mémoire les souvenirs qu'on en a, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est ce qui arrive à Azriel. Il se remémore ce qu'il s'était forcé à enfouir au plus profond de lui-même, ses souvenirs de Kara. Parfois, face à quelqu'un en deuil, les mots ne sont plus la solution. Et alors, il est préférable d'embrasser le silence. Il peut exprimer à lui seul ce qu'aucun mot ne peut. Azriel, en nous appelant par notre vrai prénom, montre qu'il a enfin réussi à accepter la mort de Kara. C'est la fin de son si long deuil, et maintenant, il se tourne vers l'avenir, décidant de briser la barrière et de libérer les monstres de l'en dessous. Undertale est un jeu absolument fantastique, qui aura réussi, en seulement une douzaine d'heures, à nous faire ressentir plus que tant d'autres. Mais toute chose a une fin. Il nous faut savoir tirer un trait sur chaque chose, et ainsi réussir à s'imprégner de cette expérience pour parfaire ce que nous sommes. N'oublions jamais que nous sommes le meilleur de nous-mêmes lorsque nous cherchons simplement à être ce que nous sommes au fond de nous, et que c'est en écoutant nos valeurs que nous irons de l'avant, et non par des raisonnements pragmatiques. Mais surtout, plus que tout ça, n'oublions jamais que, même si toute chose a une fin, nos souvenirs, eux, sont éternels, et qu'il faut continuer à être pour préserver ces mémoires d'un temps révolu. Par-delà les flots du temps, par-delà les rêves et espoirs, continuons à être, et n'oublions jamais que notre existence est notre plus grand bien.